Rocky Freddy. Rock. François. Capella. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. Je suis votre hôte Jean Weber, le gangster of love, et mes caïds sont... Jeff Domenech, enfin un film qui se passe à Marseille. Philippe Sedbon, en podcast, la chance, ça n'existe pas. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Borsalino sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, pour cette première émission de l'année 2025. Bonne année à vous, bonne année à nos auditeurs. Je sais pas si cette émission passe, elle passera peut-être en juillet, donc tout ça sera vraiment pas du tout d'actualité. Mais pour l'heure, on va donc parler ensemble d'un classique du cinéma français, un classique du polar, un film de Jacques Deray de 1970, avec des stars avec un grand S, des stars de cinéma comme on n'en fait plus à l'heure actuelle. Deux hommes que vous avez bien connus, et l'un et l'autre, Philippe Castelli et Jean Panis. Non. C'est bien connu, Jean Panis. Je sais, c'est pour ça que je le disais. Grâce à mon ami Didier Flores. Mais bien sûr, nos auditeurs ont rectifié de même. Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Alors, Alain Delon, Philippe, tu l'as bien connu. Jean-Paul, Jeff, tu l'as bien connu aussi. Jeff, tu connais bien Marseille, pardon. Marcel Delon. Et et tu vas nous parler effectivement de la ville de Marseille, qui est un des personnages à part entière du film. Mais pour l'heure, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast, avec chaque semaine sur la chaîne YouTube d'Abracadapod une nouvelle fantastique vidéo de l'ami Romain Lenoff, que je salue et à qui je souhaite une très belle nouvelle année également. Et maintenant, c'est au tour de Philippe de nous résumer le film, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur, entre deux étages, le fameux pitch. À Marseille, dans les années 30, Roxy Freddy et François Capella, deux petits voyous, s'associent pour prendre le pouvoir à Marseille, qui est aux mains d'une espèce de mafia qui règne depuis des années, même des générations. Mais ils sont ambitieux, ils s'aiment bien, ils sont copains, et ils décident de foutre le bordel, ce qu'ils font magnifiquement jusqu'au moment où, comme dirait Connor McLeod, il ne peut en rester qu'un. Parfait. Oh. Bravo, mon petit pitchounet. Avant que Jeff nous raconte la genèse du film, un invité surprise dans le courant du show qui viendra nous parler de la musique du film. Donc, tout à l'heure, un invité surprise dans le show. Et maintenant, Jeff, c'est à toi. Jean-Paul, Alain, Jacques et les autres. Alors, tout part d'un livre, on va dire une nouvelle, d'un journaliste marseillais qui s'appelle Eugène Sacomano. Et le livre s'appelle Bandits à Marseille, qui date de 1959 aux éditions Julliard, comme s'il y avait des bandits à Marseille. Enfin, c'est la science-fiction, voyons. Je vais vous raccompagner parce que vous savez, les rues de Marseille, c'est pas sûr en ce moment. Il faut savoir que ce livre, à un moment donné, dans un chapitre, on parle de Carbone et Spirito, voilà, qui étaient donc deux truands du milieu marseillais de l'époque. Alors, il faut savoir que Carbone, lui, était né un 1er février à Propriano, en Corse. C'était un très bon élève. Et malheureusement, à la mort de son père, il était obligé de partir travailler. Et puis, ça l'a amené en Égypte. Et en Égypte, il est parti dans les bars, etc. Et il a commencé à devenir proxénète. Et d'ailleurs, il s'était fait des tatouages. C'est pour ça que Jean-Paul a des tatouages dans le film. On se demande pourquoi Belmondo a des tatouages quand on le voit. C'est un petit clin d'œil à Paul Belmondo. Et surtout, en dessous de son nombril, il avait fait un tatouage au bonheur des dames. Un petit peu prétentieux, monsieur, mais bon. Et, Jeff, une question, c'est le maquilleur de Jean-Paul, Charlie Coubé-Sérian, qui avait fait les maquillages des tatouages? Je pense, je sais pas. Ça, j'ai pas eu l'info. Excuse-moi, continue. C'est un peu trop tard pour leur demander. Mais il avait déjà été tatoué. Il est déjà tatoué, Jean-Paul, dans quelques films, je crois. Dans Les Morphalous, on le voit avec son tatouage. Bon, j'en reviens à notre cher Carbone. Et donc, il est en Égypte et un soir, il se frite avec des proxénètes locaux qui l'embarquent dans le désert et qui l'enterrent jusqu'à la tête, façon Scorsese. Wow. Et ces proxénètes reviennent et le lendemain, dans un bar, ils se vantent de ça. Ben voilà,
Le petit Corse, voilà ce qu'on en a fait. Et dans le bar, il y a un certain François Spirito qui est là, voilà, et qui entend ça. Et donc, par solidarité, on va dire européenne, il retourne dans le désert pour le récupérer. Et c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Voilà comment Et écrit le. pourquoi ils ont pas mis ça dans le film? C'est fantastique. Ah oui, ça aurait été la meilleure scène du film. Ouais, c'est dommage. Ah mais il y a ça et puis la triste fin de Carbone non plus qui devait être dans le film, qui était écrite. Alors peut-être que c'est écrit parce qu'il y a des coupures de budget, mais on en viendra tout à l'heure, d'accord? Ouais, ouais. Et donc forcément, une fois qu'ils se sont rencontrés, ils vont s'associer et ça va devenir donc les Caïds de Marseille. Et ils auront même l'appui d'un adjoint au maire qui s'appelait Sabiani, qui carrément a fait un tract. Si on touche à Carbone et Spirito, vous aurez affaire à moi. Donc c'est quand même dingue. C'est comme si un ministre de l'Intérieur aujourd'hui dirait interdiction de toucher aux truands locaux, quoi. Voilà. Et alors, il faut savoir que ce Paul Carbone est mort pendant un déraillement de train en 1943 et il s'est littéralement vidé de son sang. Il a eu les jambes sectionnées et voilà comment il est mort. Et à la mort de Carbone, Spirito, de son côté, s'est lancé dans la drogue, enfin dans le trafic de drogue, avec un certain Mémé Guérini et ça a été le début de la French Connection. Voilà. Bon, ça Ah, c'était le terreau intéressant. idéal pour en faire un film, évidemment. Lorsque Delon lit ça, il dit putain, il y a vraiment de quoi faire. Et en fait, Delon, c'était sur le tournage de La Piscine, il est chez Sénéquier, et il y a un copain comédien, lui, qui est là, il fait tiens, Alain, lis ça, il y a de quoi faire un film. C'était le Ouais. livre Mordi à Marseille voilà. Et Delon, pendant le tournage, demande à Claude Sauté et à Jean Co d'en faire un traitement d'une trentaine de Ouais. pages. Et donc Delon fait ça à Jacques Deray, ce traitement de 30 pages. Jacques Deray voit évidemment le potentiel de son truc et ils envoient ça à Jean-Claude Carrière pour qu'il en tire un scénario. Donc, voilà d'où c'est parti, ok. Mais Delon Alors, existe. avant que tu continues, je voudrais demander une question à Philippe sur Delon, parce que il y a un aspect qui est assez passionnant de Delon que j'ai découvert un petit peu à travers le show. Que tu te rappelles avec Mélodie en sous-sol dont on a parlé il y a quelques mois et qui va bientôt être à l'antenne, on avait vu que Delon avait pris les droits du film. Il avait fait baisser son cachet et pris les droits du film au Japon et je crois en Argentine et en Russie. Il avait touché à l'arrivée beaucoup plus d'argent que n'importe qui sur le film. Et donc là, effectivement, sur La Piscine, c'est lui qui a l'idée de ce mariage entre lui et Jean-Paul, les deux plus grosses stars de l'époque, et pour faire un petit peu ce qu'en font Butch Cassidy et le Kid, c'est-à-dire Paul Newman et Robert Redford. Mais ça part d'Alain Delon. Et toi, Philippe, tu as vu ce côté businessman et cette grande intelligence d'homme d'affaires qu'il aurait pu avoir aussi? Oui, bien sûr, il était de toute façon en dehors des tournages, des rôles de son métier d'acteur, etc. Il avait un œil redoutable pour le cinéma, redoutable. Ah C'est-à-dire ouais. pour comment on fabrique un film, comment on monte un film, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui n'est pas intéressant. Il Et était Jeff, très tu nous avais dit, précis. et ça j'avais adoré, Jeff, que Jean-Paul était très cinéphile, notamment il aimait beaucoup Scarface. Est-ce que Alain Delon était très cinéphile aussi? Très, très Ouais, énormément. Il adorait le formidable. cinéma américain. Il Ouais. était très fan d'acteurs pas spécialement connus du grand public comme John Garfield ou d'autres comme ça. Il était fasciné par ces gens et oh oui, il était extrêmement cinéphile. Bah, Mais fantastique. sa cinéphilie s'arrêtait à un cinéma des années 60-70. Ouais, Ça il l'intéressait s'est moins arrêté, après. je crois qu'il s'est arrêté à Cannibal Holocaust. Après, c'était fini. Ouais. C'est ça. Jeff, je te rends la parole pour une genèse qui est aussi riche que passionnante. Comme toujours, messieurs. Ouais. Ouais. Ouais, donc Delon dit je fais le film uniquement si j'ai comme partenaire principal non, Jean-Paul Belmondo. Incroyable. Il va falloir convaincre Belmondo. Et donc Jacques Deray et Jean-Claude Carrière contactent l'agent de Belmondo, dit ben il est en vacances à Saint-Tropez, je le préviens, et il fixe un rendez-vous. Sauf que Jean-Claude Carrière et Jacques Deray descendent à Saint-Tropez et au rendez-vous, pas de Belmondo, qui avait complètement oublié le rendez-vous. Il a fait une sortie en mer avec sa famille et ses potes, et Jean-Paul n'est pas au rendez-vous. Donc, Carrière et Deray en profitent pour faire un tour sur la Côte d'Azur. Ils ont loué une bagnole. Jean-Claude Carrière dit on va chez ma mère à Bandol, on va manger un morceau, tout ça. Et puis on est quand même assez déçu du comportement de Belmondo, qui nous a complètement snobé sur le coup. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que ça nous oublie, on ne sait pas. Il fait toujours est-il que Jean-Paul s'est confondu en excuses par la suite et a été adorable. Dixit, Jean-Claude Carrière et Jacques Deray. Le film étant très cher, Delon contacte Paramount, évidemment, pour s'offrir le meilleur film possible avec des moyens. Et il y a un gros problème à 3 semaines du début du tournage. Il y a une dévaluation du dollar, ce qui fait, le dollar perd 17%, ce qui fait qu'il va leur manquer, en parlant d'anciens francs, hein, là c'est une interview de Delon que j'ai récupérée, 300 millions d'anciens francs pour finir le budget du film.
Donc forcément, ça va entraîner des coupes. Et Delon appelle Jean-Claude Carrière et il lui dit, faut que tu me coupes pour 300 millions de scènes. Et Jean-Claude Carrière dit, j'avais Pierre Carault avec moi, qui était le directeur de production, qui avait sa petite calculatrice. La première scène qu'on a coupée, c'est la scène finale du train. J'y reviendrai tout à l'heure en détail, hein, parce que j'ai lu dans le scénario ce qui était écrit. Parce qu'il fallait prendre un train, il fallait le faire dérailler, etc. Et en coupant cette scène, on gagnait déjà 150 millions d'anciens francs. Voilà. Wow. Mm. Ils ont coupé aussi la scène des frères Pradel, qui étaient les fameux poissonniers qui foutaient en l'air, qui devaient tuer. Donc c'était une autre scène. Et donc, à l'arrivée, ils ont réussi à faire leur budget. OK. Mais il y a quand même un problème, c'est que les noms de Carbone et Spirito inspirent encore la méfiance dans le métier. Et surtout, la famille et les ayants droit n'acceptent pas qu'ils utilisent ce nom-là. Jacques Deray reçoit, comme à l'époque, comme plus tard Alexandre Arcadi nous a expliqué pour le grand pardon, reçoit des appels et des menaces. Il reçoit même un petit cercueil chez lui, comme dans les films. Ça, c'est Agnès Deray qui le raconte, son épouse. Et évidemment, Deray, affolé, appelle Delon, et Delon fait un voyage en Corse, un aller-retour en 24 heures, et l'affaire est réglée. Ils ne vont Incroyable. pas utiliser le nom de Carbone et Spirito ni dans le film, ni comme titre de film. Et le film va s'appeler Marseille 1830. Belmondo va s'appeler François Capella. Et Delon va s'appeler Luciani. Voilà ce qui est écrit dans le scénario. Lorsqu'ils font les repérages à Marseille, il y a un Une célèbre. question, Jeff. J'ai lu qu'effectivement les véritables Carbone et Spirito avaient collaboré pendant la guerre, et donc il n'était pas question de montrer ça du tout dans le film. Et on a gommé tout cet aspect des personnages. Et ça se passe en 1930, du coup. Et il y a un autre truc, c'est que ils jouent des gangsters, mais ce sont des gangsters un petit peu comme dans Le Parrain, d'une extraordinaire noblesse. On est loin des Goodfellas ou des gens qui sont... Ils n'acceptent pas de jouer des ordures, quand même, d'une certaine manière, par rapport à ce que Carbone et Spirito devaient être un peu plus hardcore dans la vie, non, Philippe? Qu'en penses-tu? Bah, c'est une vision magnifiée. C'était un peu comme Butch Cassidy et le Kid dont tu parlais. C'est-à-dire, Ouais. je pense que Butch Cassidy et le Kid n'étaient pas des jeunes gens charmants et rigolos qui séduisaient les filles. C'était des hors-la-loi, des tueurs. Et donc, Carbone et Spirito, je ne les connais pas, mais Delon et Belmondo n'ont pas du tout endossé le côté ordurier, méchant. C'est ça, mais ça fait penser à Vin Diesel ou The Rock, qui refusent absolument de jouer des ordures et qui sont des stars et qui, en général, je compte le nombre de coups de poing qu'ils se mettent à l'écran, si tu veux. D'ailleurs, on commence par un combat qui fait penser à Vin Diesel et The Rock, où aucun des deux ne doit véritablement avoir le dessus, tu vois, sur l'autre, l'un sur l'autre. Ouais, ouais, oui, d'ailleurs, une bagarre inaugurale comme ça, c'est une très bonne idée pour démarrer un scénario. Et ils s'en sortent effectivement à égalité. Donc, c'est un côté amitié virile, c'est-à-dire, Ouais. t'es à la Mais Jeff hauteur, va nous tu en parler gagnes, parce qu'il y a etc. plein d'anecdotes autour de du cascadeur du film et de ce premier combat. Donc on va te laisser la parole, Jeff. Mais je voulais juste dire que grâce à vous, c'est la première fois que j'ai vu le film. Je l'ai découvert pour l'émission, je l'avais jamais vu avant. Et c'est vrai que c'est une époque et qu'il y a des choses absolument magnifiques et notamment deux extraordinaires stars que sont Belmondo et Delon qui illuminent un film exactement comme pouvaient le faire Paul Newman et Steve McQueen dans La Tour Infernale. Je veux dire, c'est la même chose. C'est pas tout à fait un film policier comme les autres, c'est un film policier dans la plus pure tradition française. C'est pas un thriller américain, c'est un policier français avec quand même une histoire d'amitié. Donc, Delon, Deray partent en repérage à Marseille. Et il y a un incontournable à Marseille qui est un régisseur marseillais qui a fait plein de films d'époque, etc., dans tout Marseille, qui a fait des films avec Fernandel, films de Pagnol, qui s'appelle Ah, Roxy Freddy. Et ce Roxy Freddy les invite à boire un verre et il ressort les costumes des vieux films qu'il a fait, etc., les chapeaux, tout ça. Et Delon génial. regarde, prend un des chapeaux, en l'occurrence, et en prenant un des chapeaux, il voit la marque du chapeau, Borsalino. Il dit, mais ça serait un titre parfait. Et voilà comment le titre est arrivé, parce que ils étaient passés à Marseille 1930. Et le nom de Roxy Freddy plaît à Delon. Il lui dit, ça t'embête pas si je m'appelle comme toi? Et Siffredi est C'est drôle. ravi. Mais non, il y a pas de souci, tu peux le prendre. Et, Il n'y a, euh, y a et pas, voilà y a pas comment qu'à y a pas qu'à Delon que le nom a plu, Jeff, non? Ouais, ouais, visiblement, ouais, on y viendra tout à l'heure, parce que Philippe a bien connu le Rocco Siffredi. Hein. Il a été doublure lumière, il paraît. Et lorsque le film va sortir, évidemment, ils mettent le paquet au niveau de la promotion. C'est du jamais vu en France. Et il va y avoir un souci au moment de la sortie du film, au niveau de l'affiche du film.
C'est-à-dire que normalement, c'est Paramount présente un film Adèle Productions, c'est ce qui est écrit sur le générique du film, c'est pas de souci. Sauf que sur l'affiche, c'est marqué Paramount et Alain Delon présente. Et officiellement, sur l'affiche, il devait y avoir le nom de Jean-Paul une fois et le nom de Delon une seule fois. Donc Jean-Paul Belmondo fait un référé, il va gagner, évidemment, et il va décliner l'invitation à l'avant-première qui a lieu au Paramount Opéra. Alors je dois ce carton d'invitation, bon, que Romain nous montrera plus tôt. Et lorsque Delon envoie le carton d'invitation à Jean-Paul, ils sont fâchés depuis des semaines à cause de ce problème-là. Waouh. Delon et Jean-Paul m'a offert la carte de visite que Delon a envoyée à Jean-Paul. Ouais, c'est beau. Il a écrit: Je comprendrais parfaitement que tu ne viennes pas, mais sincèrement, je me devais de t'inviter. Te voilà libre de faire, te voilà libre, pardon, de toute décision. Bien à toi, Al. Voilà. Fantastique. Bon, à Al, on Extraordinaire. fera un. Et donc, Historique. il y a Historique. une fâcherie pendant des années entre Jean-Paul et Alain à cause de ça. Et pas très longtemps plus tard, dans une interview pour l'équipe, Jean-Paul Belmondo, en septembre 73, Delon avait organisé le combat de boxe Monzon-Boutier en France. Et dans une interview pour l'équipe, Jean-Paul a profité pour faire la promotion du combat et d'évoquer la passion d'Alain Delon pour la boxe. Et quelques jours plus tard, Alain lui a envoyé un petit message sur une carte de visite pour le remercier, tout en prenant soin de barrer son nom, c'est Alain Delon, pour écrire celui de son personnage de Borsalino, Roxy Freddy. Donc vous voyez, Ah, c'est drôle. Ah, ce sont des documents historiques. Philippe, derrière, ici. Ouais. il dit juste: J'ai lu ton article dans l'équipe, bravo et merci Al. Ce qui a Ah, fait c'est un drôle. rapprochement entre les deux. Et puis voilà, ils se sont Ah, rabibochés. c'est formidable, mais c'est que ça rappelle effectivement la lutte sur le poster, tu sais, pour la Tour Infernale, Philippe. On avait vu que c'était très compliqué, que le nom de Paul Newman apparaissait à gauche, il y en a un qui était plus haut que l'autre. Enfin, il y avait tout un travail pour ne pas froisser les égaux de chacun. Mais est-ce que moi j'apprends un truc très intéressant avec Jeff là? C'est Al. Est-ce qu'il s'appelait Al avec toi aussi, Philippe? Il se faisait appeler Non, Al? Ah non, 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 non. c'était juste quand il signait en fait, c'est ça? Oui, Il ou signait avec ses vraiment vieux copains. intimement. Quand Ouais, Ouais, c'est c'était drôle. vraiment intime, il signait Ouais. Al. L'avant-première a lieu le 19 mars 70 au Paramount Opéra. Le film fera 4 700 000 entrées en France, plus de 7 millions d'entrées en Italie. Et ils feront Ouais. une suite, on parlera tout à l'heure, 4 ans plus tard, Borsalino Co. Voilà. Exactement. Et ce qui nous amène à Philippe, qui va nous parler du casting du film, bien sûr. Et puis Philippe, tu vas nous parler un petit peu des premiers films d'Alain et Jean-Paul, parce que c'est pas leur premier film ensemble. non, non, ils en ont fait en tout 8. Aussi Incroyable. étonnant que ça puisse paraître. Alors, Incroyable. dans les 8, il y en a quelques-uns qui Attends, sont... quiz. Fais-le dire à Jeff, qui va faire un sans faute. Vas-y, Ah, Jeff. il y a Sois belle et tais-toi. Oui, Alors, ils ont vraiment des petits rôles, hein, c'est vraiment les débuts. Pareil Brultine. oui, Bon, il y a eu Borsalino, évidemment. Ensuite, il y a un film de Robert Enrico que Jean-Paul fait avec Johanna Schimkus qui s'appelle O. Et il y a une oui. scène qui est tournée à Orly. Et par le plus grand des hasards, alors Delon venait de faire Les Aventuriers avec Enrico. Delon débarque dans cet aéroport. Il vient d'arriver d'on ne sait où. Il dit bonjour à tout le monde. Et puis ils en profitent pour le faire venir. Et il y a une scène où Johanna Schimkus et Jean-Paul donc, partent de l'aéroport en voiture. Et il manque d'écraser quelqu'un qui traverse. C'est Delon. On le reconnaît à peine, hein. J'ai Et pas vu le Jean-Paul film, lui mais reconnaît. j'ai vu cette scène grâce à Romain qui l'avait posté sur Facebook. C'est incroyable parce qu'il est vraiment, on a peur. Il passe vraiment très 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 près de lui, t'as vu? Et surtout, alors il y a un truc, j'ai jamais su savoir si c'était volontaire ou non. Delon bute sur le trottoir, il se manque de Oui. se casser la gueule à la fin de la Ah, scène. c'est Oui, dangereux, oui, t'as vu? Ouais. Voilà. c'était pas volontaire, je peux te dire. Je pense, ouais, que c'était pas volontaire. Donc ça fait 4 avec O. Ensuite, Oui, évidemment, ils ont été réunis dans Une chance sur deux oui, par Patrice Lecomte. Il y a des films chorales comme Les Acteurs. Alors, ils n'ont pas de oui. scène ensemble de Bertrand Blier. Il y a eu le film Les 101 nuits de Simon Cinéma d'Agnès Varda. Et puis un film à sketch, le début des années 60, qui s'appelait Les Françaises et l'amour, dans lequel C'est Jean-Paul ça. jouait un sketch qui s'appelait L'adultère d'Henri Verneuil, et Delon de son côté. Et voilà. Donc ils sont en fait à l'affiche de 8 films ensemble, mais pas dans tous les films, ils donnent la réplique évidemment. Et Borsalino était l'occasion de cette magnifique Bravo. rencontre. Philippe, c'est à toi.
Tu veux que je te parle du casting, peut-être? Non, oui, je veux que tu me parles du casting, mais si tu veux, on peut soit continuer sur Jean-Paul et Alain, mais ils méritent chacun une émission et qu'on leur consacrera dans le futur, ou alors c'est pas les acteurs qui manquent dans le film, si tu veux Non, parce enchaîner. que c'est vrai que Delon, Belmondo, on en a déjà bien parlé, on a déjà expliqué leur relation, etc. Ce que je voudrais dire simplement sur les deux, c'est que c'est étonnant, comme à partir de la deuxième moitié du film, quand ils commencent à être puissants, qu'ils ont de l'argent, etc., les personnages se calquent sur les acteurs. C'est-à-dire que Delon, il devient viscontien, il collectionne les œuvres d'art, il a un grand chien comme dans Le Guépard, etc. Donc ça devient vraiment un personnage quasi viscontien, mais de C'est gangster. drôle. Et Belmondo reste fidèle à lui-même, c'est-à-dire entouré de copains, à la rigolade, les filles, etc. Et s'intéressant à moitié au pouvoir, en fait. Donc C'est vrai, et quand il prend le maquis, il a un magnifique blouson, genre le Big Lebowski. Ça tu l'as pas celui-là, Jeff? Eh non, on peut pas tout avoir, les gars. Et donc, c'est marrant comme les personnages qui n'étaient pas eux au début deviennent eux dans la deuxième partie. Je trouve ça très intéressant. Non, c'est très intéressant, effectivement. J'avais pas remarqué, mais c'est vrai en plus. Mais c'est Alors vrai, après, Philippe fait bien d'en parler. Si tu canalises les personnages, le personnage de Jean-Paul, il est assez dilettante, assez cool. C'est un petit marlou qui fricote avec ses combats de boxe, truqués, ses trucs de chevaux, etc. C'est pas vrai, il va pas me faire ça. Delon, pareil. Delon, c'est un arriviste dans le film. Hein. Et il est là, il n'a pas plus de savoir ni quoi que ce soit que Capella. Mais c'est un solitaire. Et comme le dit Philippe, lui, il a des goûts de luxe, il a des goûts de riche. Et c'est totalement. Les deux sont totalement différents. Alors, c'est ce qui fait qu'ils se complètent bien, évidemment. Et je me dis, en fait, ils sont quand même assez calqués sur la personnalité de Delon et de Belmondo, ces deux personnages. C'est ça. Oui, il y a un côté méta dans tous les grands castings, il y a ce côté méta, et puis à la fin, comme tu disais, there can only be one. C'est vrai qu'on sent qu'effectivement, ils vont partir de nouveau chacun de leur côté, parce qu'ils peuvent pas être. Il est envieux, Delon, il est jaloux de la réussite des autres. Ouais. Et d'ailleurs, on voit quand Rinaldi, Michel Bouquet annonce qu'il veut se présenter aux élections, tout le monde applaudit, sauf lui, il est à table, il n'applaudit pas, parce qu'il veut être à la place de tout le monde, en fait. Là où le personnage de Belmondo a des failles, si tu regardes, il y a une scène toute simple, quand il va acheter des fleurs et que finalement il les offre à Nicole Calfan, il voit un gars qui se fait arrêter par les flics, qui se fait tirer dessus. Et Jean-Paul prend conscience où ça peut le mener, ce genre de vie. Et donc lui, il n'a pas envie d'un truc comme ça. Lui, il vit à l'hôtel avec ses potes, il fait ses petits coups, ça lui suffit. Là où Delon a des envies, évidemment, d'être le numéro un, comme a dit Philippe tout à l'heure. Et le seul moment où Delon a des failles, c'est dans la séquence finale, quand Jean-Paul meurt dans ses bras. On le voit totalement en détresse, totalement apeuré dans son regard. Là où tout le long du film, il a un regard froid et glacial. La seule fois, c'est quand il a la mort de son complice. Laissons Philippe continuer. Il y a une scène formidable, je trouve, qui définit et qui change un peu la donne sur les deux personnages. C'est un truc très court, très très court. C'est quand Belmondo vient voir Delon chez lui, tu sais, ils ne se sont pas vus depuis longtemps, et il tombe sur sa mère dans le jardin. Et donc Belmondo court vers la mère de Delon, il la prend dans ses bras, il la fait danser. Et tu as un plan de Delon derrière la vitre qui regarde ça avec un sourire attendri. Et c'est le seul moment où il a un sourire attendri de tout le film. C'est-à-dire, c'est le moment où il laisse filtrer un peu d'humanité. Ça lui fait plaisir de voir que son copain, c'est un peu comme son frère et que ce frère traite très bien sa maman. Et c'est un truc mais très court et qui marque énormément, je trouve. Absolument, il a un look insensé, Delon est magnifique là, parce qu'il a une espèce de pyjama en soie bleue quand il regarde ça, et c'est vrai qu'il y a ces traits viscontiens, tout cet univers de meubles et d'œuvres d'art autour de lui. C'était très intéressant ce que tu disais là aussi. Mais il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que bon, on parle de Visconti, mais c'est ce que disait George Royle sur Butch Cassidy et le Kid, disait, est-ce qu'ils sont amants? Je ne sais pas, peut-être. En gros, si tu veux. Donc il y a quelque chose de très homo-érotique entre les deux. Il y a parfois plus d'alchimie entre eux deux qu'il n'y a entre eux et les femmes du film. Et c'est une histoire d'amour, en fait. Oui, d'ailleurs, le rôle de Catherine Rouvel, qui est une prostituée qui passait des bras d'Alain Delon à ceux de Jean-Paul Belmondo, c'est un peu l'équivalent de Katharine Ross dans Butch Cassidy le Kid. C'est vrai. C'est une fille qui se partage entre deux mecs, qui est jamais avec l'un ou avec l'autre. D'ailleurs, elle reste avec Delon pendant le film, mais à la fin, elle est censée partir avec Belmondo. C'est vrai, mais quand tu les vois en maillot de bain avec ces maillots de bain insensés des années 30, on n'est pas loin de Apollo Creed et Rocky Balboa quand ils sont dans l'eau aussi. Même Delon dit « Ah oui, l'eau est froide », il a une voix presque féminine quand il parle dans l'eau. Je pense que c'est un truc qu'ils ont gardé, j'ai remarqué, je pense que c'est un truc qu'ils ont gardé d'une prise ratée. Ouais. Parce qu'il déconne dans ce plan, il fait « Oh, elle est froide, j'ai pas pied. » Tiens, il n'y a plus pied là.
Ah bah, il n'y a plus pied. C'est hors personnage à 100%. Et ça, il fait ah ben il y a plus pied là, il y a plus pied. Voilà, c'est ça. Il joue comme Jean-Paul, t'as vu? C'est drôle. Exactement. Et cette scène qui a été tournée à Cassis, quand on les voit sortir de l'eau tous les deux, ils ont la trentaine, enfin Ils sont beaux. Ouais. ils sont magnifiques. C'est Ouais. vraiment les deux grandes stars. Et Ah, comme on dit, putain. c'est l'équivalent de Redford de Newman qu'on a en France Ouais. à ce moment-là. Ouais, c'est la même chose. J'ai commencé par dire ça parce Ils que sont à ils ont rien à leur envier. voilà. Ils sont Hmm. à l'apogée de leur beauté. Jean-Paul il fait sa passation entre ces films d'auteur qu'il a fait, les grands films commerciaux, c'est l'époque de sa carrière. Et il y a quelque chose, c'est Delon qui m'a appris ça. Lorsque je l'avais rencontré, il m'avait dit, regarde bien la scène quand on sort de l'eau à Cassis, qu'on tire à pile ou face. J'ai tellement confiance en Jean-Paul que je ne regarde pas la pièce. Quand tu joues à pile ou face avec un pote, le premier truc que tu fais, tu regardes la pièce, comment elle retombe. Et ben Delon Hmm. ne regarde pas la pièce, il regarde le regard de Jean-Paul. Il regarde Belmondo dans les yeux uniquement. Et non, après, il Mais sait que la pièce est truquée. on voit toute la beauté, le charisme de ces acteurs dont tu parles, parce qu'effectivement, ces maillots de bain sont insensés à porter. Et quand ils ont des gapettes, des chapeaux, même le Borsalino est un chapeau qui est très beau, mais qui en d'autres mains peut être un peu ridicule. Alors que là, Jean-Paul et Alain le portent de façon merveilleuse et ont des looks extraordinaires. Il y a un travail de costume qui est magnifique sur le film. Mais c'est ce qui fait Voilà, le ils sont film. beaux. Regardez. L'alchimie, Ouais. l'alchimie entre eux, qui est flagrante, quoi. Je veux dire, c'est ce qui fait le film. C'est-à-dire, le film, Ouais. tu mets deux acteurs, entre guillemets, normaux dans le film, ça marche plus. C'est-à-dire, ça Et ces devient de deux, malfrat. Philippe, ces deux chiens alpha se sont plutôt bien entendus dans la vie sur le plateau, je crois, non? Oui, oui, mais ils étaient très copains, hein, je crois. Et Ouais. sur la fin de leur vie aussi, ils étaient très Ah oui, redevenus très copains. Jeff a été là pour parmi les dernières rencontres qu'ils ont eues ensemble. Et c'était très émouvant, effectivement. Jusqu'au bout, ils ont été dans la vie l'un de l'autre, en fait. Hmm. Ouais, je me souviens du jour de l'anniversaire de Jean-Paul pendant le confinement. Bon, le téléphone n'avait pas arrêté de sonner. Beaucoup de gens l'appelaient, notamment le président de la République qui a quand même appelé Belmondo le jour de son anniversaire. Et, euh, et ça appelle en masqué, mais ça appelle 15, 20 fois, 30 fois un numéro masqué qui appelle. Et Jean-Paul, il dit, bon, allez, vas-y. Et c'était Delon. Allez, Wow. bon, passe-moi Jean-Paul. Et j'ai mis le haut-parleur et j'ai filmé cette séquence que je garde pour moi évidemment précieusement. Bah ouais, tu Et parce que parles. Delon avait vu Jean-Paul au journal de 20 heures, parce qu'il a fait un petit reportage pour son anniversaire. Et, euh, et comment il s'appelle? Et Delon l'appelait Papy à Jean-Paul sur le truc, tout ça. Il fait, ça va, Papy? Tout va bien, etc. Il fait, ça te fait quel âge? Non, il fait 85. Ah, tu commences à être vieux, en fait. Ils se chambraient tous les deux sur l'âge, évidemment. Et c'était C'est magnifique drôle. à voir. J'étais vraiment été témoin de ce passage-là. Et une des dernières fois où Alain est venu voir Jean-Paul, en août 2021, Delon avait offert un bronze à Jean-Paul du boxeur Carpentier, Georges Carpentier, qui était à genoux à terre, comme ça, les poings. Et il avait offert il y a des années de ça. Et lorsqu'il va chez Jean-Paul, il voit que le bronze est encore là. Il était tout fier Wow. devant. Ah, c'est Et beau. il passe sa main sur le bronze comme ça. Ah, Ouais. c'est hyper émouvant à voir, bien sûr. Bon, allez, Ah, c'est parlons de Borsalino. superbe. Continuons le casting. Il y a de quoi faire. Bon, on va pas parler des actrices qui ont des rôles un peu. À part Catherine Rouvel qui arrive à exister, il y a Françoise Christophe qui est une très bonne actrice qui a un rôle un peu ridicule comme ça de Madame femme de. Escarguel. Voilà, il y a. Françoise Christophe qui fait la médium dans Madame Lord McRashley dans Fantomas contre Scotland Yard. Y a-t-il un réfractaire parmi nous? Commissaire! Vous êtes réfractaire! Celle qui Ah fait oui. bouger. Il y a Nicole Calfan qui est toute jeune. D'ailleurs, en parlant de Nicole Calfan, il y a un truc qui est incroyable, c'est qu'elle joue, elle est très mignonne avec sa petite robe blanche, elle est sautillante, elle est pleine d'esprit et tout. Je voudrais juste qu'on m'explique comment elle peut être la petite amie de Polly. Parce que Polly, c'est un ancien catcheur qui s'appelle André Bollet, qui ressemble Ouais. à la chose dans les 4 Fantastiques. Une espèce Incroyable. de masse comme ça, affreux, terrifiant en plus. Donc comment elle peut être la petite amie de Polly? C'est un mystère total. You gotta make the money first. Then when you get the money, you get the power. Then when you get the power, then you get the woman. J'en aurais fait sa fille, moi, à la rigueur. C'est sa fille? Sa femme. Ouais. Ouais, mais j'ai trouvé qu'il ressemblait. C'est un des acteurs que j'ai vu, cet acteur dont tu viens de m'apprendre le nom, qui ressemble le plus à ce que ressemblait Al Capone dans la vie. C'est Quand vrai. tu regardes la tête d'Al Capone, c'est exactement le sosie. C'est fou. Et cet Et là, en acteur a plus- fait un film scénarisé par Francis Weber. Vous savez lequel?
Non? Dans Le Retour du Grand Blond, tu sais, quand il y a Pierre Richard qui veut faire du karaté avec un flic, là, Ouais, ouais. c'est André Bollet. Ah, c'est drôle. D'accord. Et il a retourné avec Delon, et Bollé a retourné avec Delon dans Le Choc de Robin Davis. Mais je Tout me à suis fait. demandé, il était catcheur, alors c'est ça? Parce que je me suis demandé Ouais, d'où c'est un il venait. catcheur. Ouais. Ah ouais, donc c'est comme Ventura ou comme David Bautista. Ce sont ces acteurs qui étaient catcheurs avant. Et, et tu sais que la séquence, là, quand il doit mettre une gifle à Nicole Calvin, Ouais. c'était son deuxième film. Elle n'avait pas l'habitude, elle ne savait pas recevoir de gifle. Et surtout, Ouais. André Boulet avait peur de lui faire mal. Le mec, c'est un catcheur, il y arrache la tête. T'as vu, t'as fait C'est ça. 50 kilos, tout mouillé. Ouais. Ouais. Et on fait 10 fois la prise et ça fonctionne pas, en fait, parce que je penche. Et je vois Deray qui parle à Bollé, je vois qu'ils complotent ensemble. Et j'entends Deray qui dit préparez des glaçons. Là, il se dit putain, je vais en prendre une. Et il lui file une vraie gifle dans la gueule. Une vraie claque. Waouh. Waouh. D'ailleurs, la scène, on le voit, elle s'en prend deux d'ailleurs. Et la première, il lui met vraiment une claque dans la gueule. Incroyable. Et Nicole Calfan avait dit, elle, c'est son deuxième film, et son agent la voit, il lui dit, tu vas passer des essais pour un film qui s'appelle Marseille 1830. Il se trompe d'un siècle, le mec. Et donc, elle se fait une coupe de cheveux, des films 1830, c'est-à-dire les cheveux longs avec des anglaises, tout ça, alors que c'était des coupes à la Louise Brooks. Ouais. Et j'arrive sur le casting et je vois toutes les filles qui passent les essais avec des coupes au carré. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais moi avec mes bouclettes? Et Jacques Deray lui dit, mais c'est quoi cette coupe de cheveux? Elle fait, ben, c'est en 1830, on était coiffé comme ça, monsieur. Elle fait, ouais, sauf que ça se passe en 1930. Elle dit, putain. Et finalement, elle a réussi des essais et elle me dit, Delon était très élégant et parce qu'elle était à la Comédie Française et tu n'as pas de congé à la Comédie Française, hein. Donc tu veux faire tes tournages, tu te débrouilles, tu n'as pas le droit de tourner en fait. Et l'administrateur lui dit, c'est une chance inouïe pour vous de pouvoir faire un film avec Delon et Belmondo. Donc vous vous débrouillez, je ferme les yeux, mais soyez là tous les soirs parce qu'elle jouait l'avare. Et c'est Waouh. Delon qui lui a envoyé son chauffeur tous les jours, qui l'amenait à l'aéroport et qui a Incroyable. été super élégant avec elle. Voilà, désolé Philippe, je t'ai coupé sur le casting. Non, mais continue, te gêne pas, hein, surtout. Alors, la suite, il y a quand même des fripouilles absolument magnifiques. Il y a Michel Bouquet qui joue un avocat pourri jusqu'à l'os. Il est splendide, il est visqueux, il est immonde, il est remarquable. Et il jouera un rôle encore plus immonde avec Delon dans Deux hommes dans la ville, où il Il est était. extraordinaire. C'est vrai que quand les gens sont à l'écran avec lui, tout le monde est à la fois instantanément meilleur et moins bon parce il fait pâlir tout le monde. Et c'est le seul truc, c'est le joueur de tennis le plus improbable de l'histoire du cinéma. Tu as vu quand même quand C'est il vrai. est très bien. On le voit pas en train de jouer, on le voit pas en train de tomber après qu'il a reçu les deux squibs, la rafale de balles. Donc il est pas du tout physique, mais quelle merveille. Et c'est vrai que il est meilleur que les autres. Je trouve qu'il est quand même Ah bah, une même la scène avec Delon, tu sais, quand il réprimande Delon dans son bureau, etc., Ouais, il arrive ouais. à l'éclipser, quoi. Il arrive à éclipser Incroyable. Delon. Il faut le Tu faire regardes quand pas, même. tu regardes lui, Ouais. tu regardes Bouquet à ce Tu moment-là. te rends compte? Alors, il y a aussi évidemment l'inévitable Julien Guillaumard, Cocasse. aussi infâme que Bouquet, qui est fantastique. Il y a, il y a beaucoup d'acteurs formidables, hein. Il y a ce cascadeur que notre ami Jeff a connu, qui s'appelle Lionel Vitran, qui joue le Fernand, le bras droit de Roxy Freddy, Ouais. et qui est un acteur, bon, c'est surtout un cascadeur, hein. C'est un cascadeur qui a tourné de plus de 200 films. Ah, c'est ça, on le voit souvent, lui. Partout, souvent Ouais. dans des figurations, parfois dans des troisièmes rôles, Ouais. et qui est par une coïncidence incroyable quand ils ont tourné, enfin une coïncidence d'événements, quand ils ont tourné la suite, Borsalino Co, avec 4 ans, c'était 4 ans plus tard, je crois, ou 5 ans plus tard. Ah, c'est ça, 80. Ouais. Il s'est retrouvé quasiment en co-vedette avec Delon. C'est-à-dire que le personnage de Fernand, comme il n'y avait plus Belmondo, il fallait bien remplacer que le Roxy Freddy ait un pote, quelqu'un à qui parler, quelqu'un à qui se fier, etc. Et c'est devenu Fernand. Et donc Vitran se retrouve avec un vrai grand rôle dans Borsalino Co, alors que c'était vraiment un troisième couteau dans le Mais ça, premier. Philippe, ça arrive souvent dans les suites qui se diluent avec le temps, où tu as de moins en moins d'acteurs du film principal. Tu as vu les suites maintenant de Starship Troopers, il y a genre un figurant du premier film qui tout d'un coup est vedette du dernier, du septième. Tu vois, c'est de plus en C'est ça. plus louche. Lui aussi, Lionel Vitran a fait des films sous la plume de Francis Weber. On le Ah, voit dans et surtout dans c'est le Adieu, pompiste, c'est dans pas le Adieu pompiste. Pompiste. C'est le pompiste dans Adieu Poulet Adieu que pompiste. Portor, alias Claude Brosset, défonce à la bagnole. C'est quand tu vois le journal. C'est Ouais. super.
il a son journal, etc. Tu sais, Il a fait Philippe, aussi attends, Philippe, ce qu'on appelle la colonne de gauche, qui est le descriptif dans un scénario, ça a été le plus difficile pour mon père à écrire de sa carrière, cette scène, parce que il retombait tout le temps sur le pompiste et assis à côté de ses pompes. Et il savait pas comment écrire la scène, si tu veux, autrement. Et il a perdu des heures sur ça. Et c'est vitrant, c'est drôle, hein? Et comme a dit Philippe, il a fait plus de 200 films. Et dans les derniers qu'il a fait, il a fait quand même Ronin avec De Niro, Wow. OSS 117, Le Carnet d'Espions avec Dujardin. Et c'est un mec d'une humilité. Et puis voilà, c'est ce qu'on appelle des bons soldats, humbles et courageux dans le cinéma. Et ouais, il a fait le jour le plus long, La Grande Vadrouille, Le Clan des Siciliens, La Septième Compagnie. Enfin, le mec, il a fait tout le cinéma français Mais des on années. se rappelle de sa gueule, il a un look, il est costaud d'abord, on dirait. On dirait un peu Jason Statham. Si tu Ouais, Robin c'est va nous vrai. faire une C'est comparaison, vrai. Romain. Il a un look à la Jason Statham. Mais Et à il y a un propos acteur, d'acteurs costauds comme ça, Mario David et d'Homme de Mario main. Ah David, oui. très bien dans le Ouais. film. Et il Ouais. y a cet acteur italien, comme je ne connaissais pas, je dois dire, qui s'appelle Arnoldo Foa, qui joue Ouais. le mafioso Marello, Tu n'en as plus pour longtemps, Marello. qui est l'ennemi numéro un en fait des deux gaillards. Et cet acteur, qui est très bien dans le film et qui finit avec un coup de papier dans le cœur, Jeff va nous en parler, Ouais. était, pour te montrer la fidélité en amitié de Delon, Delon l'a rappelé pour jouer à peu près le même rôle dans les deux séries que j'ai écrites pour lui, c'est-à-dire Fabio Montal, qui se passe à Marseille, Ouais. et Franck Riva. Cool. Et Arnold de Foix, qui avait donc 30 ans de plus, c'est te dire, il devait avoir déjà plus de 80, tu vois, au moins, parce qu'il n'était pas tout jeune dans Borsalino, Ouais. euh, est revenu pour jouer les mafiosos horribles, les espèces de colonel Kurtz de la mafia italienne. Et il était formidable. Donc c'est drôle C'est qu'après génial. 30 ans, Delon l'avait gardé dans sa tête en se disant, voilà, si un jour j'ai besoin d'un vieux mafieux, Est-ce qu'on peut dire que Alfonso a tourné 3 fois avec de... On a le droit de le dire? Non? On peut le dire, c'est un kinopode après tout. Mais Jeff, avant que tu nous parles des effets spéciaux du film, parce que quand même ce coup de papier, c'est assez extraordinaire. On va rendre un coup de chapeau à un monsieur qui le mérite dans un instant. On se rend compte que Delon a des grandes élégances. Il avait bon, une répétition d'un type difficile aussi, mais quand on voit l'histoire que raconte Jeff sur Mélodie en sous-sol, avec cette Tahitienne qui permet de repartir en bateau pour retrouver son homme, ou tout d'un coup, tous les gestes dont vous avez pu parler là à l'instant, c'est quelqu'un qui avait une véritable élégance, et ça on peut le saluer, quelques mois après sa mort. ben, tu sais, pour revenir ma petite histoire avec lui, professionnelle, c'est que moi j'avais bossé sur Parole de flic avec lui à mes débuts, et on ne s'était Ouais, pas vu après pendant 20 ans. ouais. Et quand il a fait commencer la télé avec les Montales et autres, et c'est lui qui m'a appelé et imposé. Ah ouais, c'est C'est-à-dire qu'il drôle. s'est souvenu que Parole de Ouais, flic avait bien marché, qu'on s'était bien entendu, etc. ouais. Voilà, la relation s'est arrêtée là. Et en fait, elle a redémarré par sa volonté uniquement. Oui, et puis il t'a mis en avant en tant que scénariste. Il a vraiment été, Ouais, ouais. une fois de plus, extrêmement élégant, comme on disait. Jeff, parlons un peu de du coup de papier, d'une scène digne de James Ah. Coburn dans Les Sept Mercenaires. Donc, dans ces années-là, évidemment, il n'y avait pas ce qu'on appelle les effets spéciaux dans le cinéma français. Ouais, Il y avait des accessoiristes. Voilà. Et il y en a un incroyable. qui est un homme de l'ombre qui s'appelait André Delpierre, alias Pierre Del, qui était né un 21 janvier 1923. Voilà. Et à l'âge de 8 ans, ce monsieur va au musée Grévin et il est fasciné par tout ce spectacle-là, et surtout par la magie. Et il va commencer à faire du musical au début de ces années. Et il va être accessoiriste dans le cinéma français entre 1947 et 1983. Voilà. Pendant la guerre, il va se réfugier dans un petit bled et il rencontre un certain Jacques Tati. Il lui dit j'aimerais faire du cinéma, etc. Je dis mais déjà tu as un nom trop long, André Del Pierre, c'est trop long, donc tu vas t'appeler Pierre Del, ton nom à l'envers. C'est Jacques Tati qui lui propose ça et il bosse avec lui sur des films comme Jour de fête. C'est lui, tu te rappelles ce fameux vélo là qui roule tout seul? Ben, Ouais, c'est Pierre Del qui a fait les effets spéciaux, il c'est a dégonflé. drôle. Il C'est s'est dingue. mis là-dedans et c'est un gars quelqu'un de l'ombre. Il participe des fois, on le voit dans Le Jardinier d'Argenteuil, etc. Dans des petits films. Ça, c'est Et des mecs fascinants. C'est les Tom Savini français, quoi. C'est l'équivalent. C'est génial. exactement, et c'est lui qui fait les premiers, on va dire. C'est même pas des effets spéciaux à l'époque. Et c'est lorsque les Américains vont venir tourner en France des films comme Le Train, Le Jour plus long, auquel il participe, qu'il voit comment ils font, etc. Donc il va s'inspirer de ces gens-là. Ok. Cool. Il a bossé sur L'Emmerdeur. C'est lui qui a fait le trucage de La Chasse d'eau, notamment. Hein. Il a bossé sur Le Magnifique.
Si Waouh. c'est la scène de la hache, il avait la hache chez lui encore, il avait encore jusqu'à la fin, puisque je l'ai mis dans mon exposition. Il a fait une chaîne en mousse, une chaîne, tu sais, pour que Jacqueline Bisset ne se blesse pas pendant qu'elle est attachée dans le truc de Ah ouais, Karpov. C'est lui qui a fait le c'est fouet de drôle. Karpov. Vous parliez du choc tout à l'heure, il y a une scène où Delon plante la fourchette dans la main d'un gorille. Ouais. Et ben, c'était une fausse main avec une fourchette à moitié, etc. On voit le trucage. Je vous conseille un documentaire qui est difficile à voir sur Pierre Dac et qui est réalisé par une fille qui s'appelle Nathalie. Je n'ai plus son nom de famille, je crois que c'est Marco ou un truc comme ça. J'ai tout laissé tomber, aussi bien les acteurs, les Delon, les Belmondo. J'ai tout laissé tomber. J'ai plus remis le pied dans le cinéma après. Un documentaire magnifique sur ce monsieur qui était vraiment un artisan. C'est C'est lui cool. qui a fait aussi le Cloug dans Le Père Noël est une ordure, qui avait Incroyable. le petit chariot de trucs. En fait, c'est quelqu'un qui était indispensable sur les Et tournages. donc, ce Et, coup de et papier, sur ce donc, coup de papier, voilà, ouais. sur ce coup de papier, en fait, on se demande comment Delon, donc c'est à la fin du film, quand il vient tuer Marello, il prend le coup de papier sur le truc, et il le lance, et l'autre le prend dans le cœur. Et Delon dit à Pierre Dac, mais je peux pas lui lancer déjà le coup de papier. Il fait, non, non, mais il y aura un trucage. Il fait, mais moi, mon Ouais. coup de papier, je le mets où? Quand Delon fait ça, en fait, il lance le coup de papier qui tombe dans son dos. Et Ouais. ce monsieur, on le voit de trois quarts, donc ce monsieur Foa, Ouais. il a un plastron sur lui, avec le manche du coupe-papier. Et il y a Pierre Diel qui est en dessous. Et lorsque Delon le lance, Pierre Diel appuie sur un mécanisme et ça se Ouais, relève ça le fait avec le sang qui grave. coule. Ouais. Et j'ai eu accès à ce plastron puisque je l'ai mis dans ma première exposition. Et c'est juste des moments, voilà. Et il faut savoir qu'il a un accrochage un jour. Il avait quand même son caractère, ce monsieur. Il fait le jardinier d'Argenteuil avec Jean Gabin, qui était le patron du cinéma français. Et à midi, il bouffe des langoustes, Pierre Del, parce qu'il aimait bien ça. Et il vient, juste après, à 14 heures après le repas, et il vient accrocher un truc sur Gabin, parce qu'il doit. Et puis Gabin lui dit, t'es gentil, mon petit gars, mais quand tu bouffes de l'ail, tu t'approches pas de moi, donc tu manges plus d'ail le midi. Et là, Pierre Del, là où 9 mecs sur 10 se seraient dégonflés face à Gabin, il lui dit, ben excusez-moi, moi dans mon contrat, c'est pas marqué que c'est interdit de manger de l'ail, donc je mangerai de l'ail si je veux. Ouh. Alors évidemment, branle-bas de combat, arrêt de tournage, gamin, il dit, je ne tourne pas tant que ce monsieur est là. Sauf qu'il avait besoin de lui, parce que c'était le seul qui à l'époque savait faire les petits trucs. Et donc il a eu l'ordre de ne plus approcher Gabin de tout le tournage. Voilà. Et son dernier film avec Jean Gabin, à cause de. C'est génial. Et voilà, ce monsieur nous a quittés le 23 janvier 2011 à l'âge de 88 ans. Voilà. Et puis c'est bien d'avoir parlé de ce genre de. Ça conserve l'ail. Non, c'est vrai, hein. Ah ouais. Dans Le Prix du danger, c'est lui qui a fait l'effet spécial, c'est l'avion qui s'écrase au début Ah là. ouais. Ouais. C'est lui qui a fait ça avec une Ah, c'est grue. fou. Ouais. Voilà. Donc, Ouais, gloire à Monsieur Pierre Del. un beau personnage du cinéma. Il y a Il y a- aussi Denis Berry, qui était le fils du réalisateur américain exilé en France, John Berry, et C'est qui ça. joue un des hommes de main de Delon, je crois. Ouais. Ah Voilà. ouais. Et qui a une tête complètement hors époque. Il est frisé avec une grande chevelure frisée comme ça. C'est Il vrai. a une très belle mort. Il ressemble à un des types dans Le Parrain quand Léon Michael est en Sicile. Et il se C'est fait plus- flinguer de manière très spectaculaire sur un pont, je sais pas si tu te souviens. Ouais, Il c'est prend une vrai. rafale de mitraillette et il meurt très bien, je trouve. Il meurt Ouais. en C'est sur le s'écartant de Courlioto, douleur. la passerelle du Courlioto, c'est à Marseille. Ouais. Et- Et Corinne Marchand, qui est d'une très grande beauté, mais Ah, très bien. comme Très dans bien. comme les stars américaines. Genre, elle a rien Ouais. à envier à Grace Kelly. C'est Cléo de 5 à 7, mais Ouais. elle est sublime. Quand tu as Delon et elle à l'image, t'as vraiment des beaux animaux à l'écran, hein. Ouais, ouais, et c'est une actrice que j'ai toujours adorée. Moi, j'ai toujours trouvé parfaite, cette comédienne, et qui n'a pas fait une carrière fantastique. Alors, elle C'est ce que je largement me pu, disais. parce que, Ouais, elle aurait- je me disais. C'est une espèce de Deneuve, mais qui n'a pas eu la carrière de Deneuve, ouais. Et ouais, elle joue une femme de notable comme dans Coup de tête, c'est la femme de Jean Bouise. ouais. Une femme de notable en voiture, Un comme dans le film. kilomètre à pied. Et dans les petits acteurs, il y a le mec du bar Adrien, c'est Francinette. Vous saviez qui était Francinette? C'était le frère de Fernandel, qui avait toujours Waouh. des petits rôles dans les. On parlait des femmes dans le film. Tous les rôles féminins sont importants. Et ça apporte un petit peu la. Alors, il y a la rivalité, Lola est là, parce qu'elle est là le jour de la rencontre, c'est la rivalité entre Delon et Belmondo. Il y a Calfan, qui est la petite amie de Polly. Il va la tuer, ce qui va aussi entraîner la mort de Polly. Françoise Christophe, qui est la poissonnière Escarguel, qui va entraîner aussi la mort des frères Pradel, mais la scène sera coupée au montage. Il y a Corinne Marchand, qui est la femme de Rinaldi et qui va finir veuve, puisqu'il se fait tuer aussi.
Et donc, à chaque fois que les femmes ont leur importance dans le film, mais à chaque fois, c'est synonyme de mort, puisque ils vont tous à chaque fois disparaître les uns et les autres, quoi. Bonjour mon chou, tu viens chez moi, on voit la mer de ma fenêtre. C'est vrai, mais moi je voudrais revenir un petit peu à leur première rencontre, parce que bon, j'ai été fasciné par la première rencontre de Carbone et Spirito dans la vie, comme tu le racontais, Jeff, mais là on a cette espèce de combat de boxe qui a été refait, je crois, parce que le cascadeur Yvan Chiffre s'est un peu frité avec Jacques Deray sur la façon de le filmer, et on arrive avec un combat qui est un petit peu comique, qui est inspiré de L'Homme Tranquille, et qu'on retrouve aussi dans The Leaf de Carpenter, qui sont ces combats interminables entre des gens, si tu veux. Mais là, c'est quand même ça part un peu trop dans le comique, à mon avis, pour une première rencontre. Oui, mais c'est un parti pris. C'est-à-dire que si tu fais réaliste une bagarre comme ça, les mecs, ils ont plus de dents, ils vont à l'hosto, ils perdent un œil, ils ont les bras cassés, tu vois ce que je veux dire? Une commotion cérébrale, Et ils vont pas avoir envie de s'associer, surtout. Voilà. Donc là, ils s'amusent tous les deux. Donc Delon prend un coup, il fait brrr, comme ça, parce qu'il a fait mal. Mais c'est Bud Spencer et Terence Hill, quoi. Voilà, et t'as Belmondo qui attend le sien, qui attend de prendre un coup. Donc c'est des bagarres de cinéma, effectivement, genre L'Homme Tranquille. Et c'est une convention, quoi. C'est des coups qui font pas mal. Il n'y a pas de vainqueur au point, hein, parce que si tu regardes, j'ai bien regardé. Ça, c'est Vin Diesel et The Rock encore, c'est pareil. Belmondo file 7 coups de poing. Ouais, tu vois. File 7 coups de poing. Et tous les deux filent 2 fois des coups de poing ensemble au même moment. Fast and Furious. Voilà, il n'y a pas de vainqueur au point. Ah, c'est génial. Mais j'ai remarqué que Delon est plus sympathique avec sa mère dans ce film qu'il ne l'était dans Mélodie en sous-sol. Vous avez remarqué? Il a fait des progrès quand même. Ouais, ça fait plaisir. C'est le même genre de relation et le même genre d'actrice d'ailleurs. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Il y a un rappel évident là. C'est le Norman Bates français en fait. Jean, tu parlais du parrain tout à l'heure, qui était fait après Borsalino. Incroyable ça. Je pensais que c'était. Et je trouve que il y a beaucoup, les Américains se sont quand même un petit peu, je suis pas inspiré, mais bon, cette mise au vert à la campagne de Belmondo et de Michael Corleone, il y a cette mise au vert dans le film. De la Sicile, la mort de Polly, tu sais, dans cette porte tournante. Oui. À la fin du parrain, on en voit un qui meurt comme ça aussi, c'est parce que est-ce que vous savez dans quel film de Scorsese il fait un clin d'œil à Borsalino? Non. Alors, dans Mean Street, je crois que c'est vers la 26e minute, Romain vérifiera. Quand il y a Harvey Keitel et les gars, ils ont récupéré $20, il fait bon, les gars, on va au cinéma. Il y a une vue sur une rue, alors c'est peut-être Bordeaux ou quoi, il y a ces grands néons qui annoncent les films. Et tu vas marquer Jean-Paul, et en dessous Borsalino. Alors c'est coupé par autre chose, mais il projette Borsalino dans le cinéma. Ouais. Ah, c'est Vous voyez la relation entre Borsalino et le parrain, il y a une relation très forte et qui expliquerait peut-être que le parrain s'est un peu inspiré de Borsalino. C'est que c'est 2 films Paramount. Ah, c'est vrai. Oui, c'est faux. Ah ouais, j'y avais pas pensé. C'est drôle, ouais. Ah, génial. Et il y a un remake qui avait été envisagé par les Américains de Borsalino. Devinez qui devait faire le remake? Alors, John J. Avildsen. C'était Sylvester Stallone, qui était fan du film. C'est le metteur en scène de Rocky que j'ai dit quand même. Hein. Ouais. J'étais pas loin. et Stallone adore le film et il veut faire le film avec Kurt Russell. Ah ouais. Pote, etc. Et il l'a fait. On adore le truc. C'est Tango and Cash chez son Borsalino. Ouais. Et ben, c'est ça en fait. Et il me dit, et il dit alors parce que il a fait une conférence de masterclass à Cannes, à l'occasion de laquelle Jean-Paul lui a offert par mon intermédiaire une photo dédicacée. Cool. Donc j'ai donné à Didier Alouche et Didier l'offre à Stallone qui était super fier et qui prend la photo de Belmondo dédicacée et il crie Jean-Paul comme ça. C'est magnifique. Et il explique donc je veux faire le truc de Borsalino avec Kurt Russell qui adore le film. Et puis j'ai commencé à discuter avec Delon. Et là, tout s'est compliqué. Donc, on a laissé tomber Borsalino et on a fait Tango and Cash de Konchalovsky, je crois qu'il avait fait le film. Voilà. 2 mots avant de se quitter, quand même, avant d'arrêter sur Borsalino. Il y a un truc important, c'est la suite. Borsalino & Co, qu'on a évoqué tout à l'heure, qui n'est pas un mauvais film du tout, qui n'a rien à voir avec Borsalino. Enfin, je veux dire, au niveau de ce que ça contient, de la tonalité, de tout ça, et qui est que Delon se retrouve seul. Le film s'ouvre sur la tombe de François Capella, avec une photo de Belmondo.
Et ensuite, c'est la déchéance de Roxy Freddy, qui dure quand même tout le film, une grande partie du film, où tu le vois être arrêté, enfin chopé par ses ennemis, rendu alcoolique, comme dans French Connection 2 quelques années plus tard, ou même l'année Avec, d'après, je crois. avec l'héroïne, ouais. Voilà, et lui devient un ivrogne. Et heureusement, il y a Lionel Vitran qui le sort de là. Et ensuite, c'est la vengeance de Sifredi. Alors, il y a une chose aussi amusante, c'est que le film, le premier Borsalino, se termine par une phrase qui dit, quand Belmondo est mort, qui dit et de Sifredi, on n'entendit plus jamais parler. Donc, ce qui est faux, Ah. puisqu'il y a eu une suite et qu'on en a reparlé. Et la fin, à la fin du 2, donc de Borsalino Co., il y a une phrase aussi qui apparaît bientôt Borsalino à New York. Donc, il y a marqué à suivre. Voilà, C'est son à générique, suivre, ça Ouais. c'est à la fin. C'est le dernier plan. Comme James Bond will return, quoi. C'est étonnant. Voilà. Et Ouais. ils pensaient tourner un troisième à New York ou aux Mais États-Unis. comme en le tout film cas. a moins bien marché, il a Ou fait comme, un million et tu te demi. rappelles, ou comme les bronzés, il n'y avait pas un bronzé qui devait se faire à New York aussi. Borsalino Co, c'est Pascal Jardin qui l'a écrit, c'était pas un truc. Ouais, ouais. Ah, On n'a d'accord. pas fini de parler, il fallait parler de Jacques Deray aussi. Oui. Bah oui, quand même. Alors, vous savez que le film est dédié à Raoul Lévy. Et les deux, en fait, le premier Borsalino et le deuxième Borsalino. Raoul Lévy Wow. était un producteur dans les années 60. Il avait produit des films de Bardot qui avait fait Vadim. Il avait aussi produit Marco Polo, le film avec Delon pendant lequel il est reparti du tournage. Il faut savoir que ce Raoul Lévy est mort tragiquement un 31 décembre. Il était fou d'une copine de Godard qui s'appelait Isabelle Ponce, une petite de 22 ans. Il a fait une crise de jalousie devant la porte de son appartement. Il avait un fusil et il s'est mis Wow. une balle dans le ventre. Oh putain. Ah Ah ouais, oui. c'est assez. Vous avez vu dans le film, à un moment donné, alors ça c'est quelque chose de vrai que Carbone faisait, il y a un combat de boxe, Ouais. ok, où il y a ce fameux Kid Morris, et c'est une histoire qui existait, ça. C'est-à-dire que Carbone avait un gars qui s'appelait Kid Francis, c'était un de ses neveux, etc. Et aux arènes du Prado, il va organiser un match truqué face à un Panamien, donc ça c'est une histoire vraie, hein, pour se faire quelques sous, quoi, comme un match truqué. Sauf que ce Panaméen, qui était un ancien boxeur américain, qui avait bien oublié de le dire, ils font le combat, et puis ils voient que le Panaméen est en train de taper le Kid Francis, la vedette, et il y avait deux arbitres. Il y avait un arbitre américain et un arbitre français, et les deux, pendant le combat, ils sentent dans leur code deux flingues. Ça, c'est véridique, hein. Ouais. L'Américain se démonte pas le juge américain, il a le papier dans la main, il veut le donner à l'arbitre, il se fait arracher le papier, et le juge français, comme un lâche, se barre dans les vestiaires, il se planque. Et comme ils n'avaient pas les notes pour les points, le match a été nul, et l'argent que Paul Carbone avait mis sur le combat, truqué, il n'a pas perdu puisqu'il y a eu match nul. Sinon, il aurait perdu sur le truc. Et dans le film, il y a cette séquence où c'est Kid Morris, Et lui, c'est mon cousin, Kid Morris. ils prennent un mec sur les docks qui s'appelle ils le font Lucien, ouais. appeler Petrus, Hans Petrus, ils le font Ouais. passer pour un Allemand. Et il faut savoir que cet acteur, qui joue Hans Petrus, qui est un peu un docker, un peu bas de fond, et qui va taper Kid Morris, qui va le battre évidemment, Hmm. je me suis renseigné sur lui, et c'était un ami d'Alain Delon, qui s'appelle Jacques Lafaille, j'y s'appelle parce qu'il est toujours vivant, Jacques Lafaille, alias Carcassonne. Et ce gars était un mercenaire, un homme de main de Bob Denard. Donc cet acteur qui est dans le film qui joue Petrus, ok? Wow. Hmm. Et il a été en prison pour l'enlèvement d'un trésorier qu'on a retrouvé mort à Malakoff, peu de temps après le film. Et donc il est parti en prison. Il a été le garde du corps de De Gaulle. Et dans les années 80, il est accusé de deux braquages. Un en Suisse de la boutique Rolex. Et il braque un fourgon blindé. Et évidemment, il passe au tribunal de Nantes. Et devinez qui débarque au tribunal de Nantes comme témoin de moralité? Alain Delon. Ah. Incroyable. Il y a la scène est sur YouTube, hein. Il parle de lui. Et alors, il sera disculpé pour le braquage de la Suisse, mais pas pour celui de Nantes. Il fera 9 ans de prison. Voilà. Et aujourd'hui, il coupe des jours heureux dans un petit village dans le Béarn. Voilà. Jacques Lafaille, alias Carcassonne. Maintenant, parlons un petit peu de l'architecte, le chef d'orchestre du film, le grand Jacques Deray. Le grand Jacques Deray, comme tu dis, qui s'appelait Jacques Desrayeaux, qui était né le 19 février 1929 à Lyon,
qui a commencé sa carrière, il voulait être acteur. Donc, on le voit dans quelques films. Ouais. Mais il a surtout été l'assistant de Gilles Grangier, avec lequel il a fait 9 films, ce qui est pas rien, hein. Bon, Gasoil, Poisson d'avril avec De Funès, Le Rouge et Mi, Archimède le Clochard. Le sang à la tête, avec un certain Arnoldo Foer, en 1954. Et donc, il était assistant. Son premier film en 1960, Le Gigolo. Ensuite, il a fait Symphonie pour un massacre, par un beau matin d'été avec un certain Jean-Paul Belmondo. Il a fait 4 films avec Jean-Paul, hein. En 1969, il réalise son chef-d'œuvre, La Piscine, voilà, qui est le premier des 9 films qu'il a fait avec Alain Delon. Il en a fait beaucoup, on va pas tous les citer, hein. Parmi ses grands films, les films que j'aime beaucoup, il y a Un papillon sur l'épaule, en 1978, avec Lino Ventura. Ouais, Il a été président du Festival de Cannes en 1981. Il y a un double prix d'interprétation pour Isabelle Adjani. La Palme d'Or cette année-là a été L'Homme de Fer, alors qu'il y avait quand même Excalibur, Les uns et les autres, et La Porte du Paradis, mais bon. L'homme de fer avec Raymond Burr, c'est ça? Et non, André Vajda, évidemment. Mais comme dit son Marc Exposito, c'est des palmes d'or qu'on a oubliées. T'imagines, il y avait Excalibur, Le Solitaire de Michael Mann qui était présenté à Cannes. Et ils font gagner L'Homme de Fer. Bon, tant pis. Suite au succès du Marginal, il va faire des films un peu plus d'auteur, un peu plus sombres, comme On ne meurt que deux fois, Maladie d'amour ou Les Bois Noirs. Voilà. Je trouve que Jacques Deray, c'est un grand réalisateur populaire français, au même titre qu'un Georges Lautner, qu'un Henri Verneuil, qu'un De Broca, mais qui est jamais cité, en fait. Qui est jamais cité comme un Truffaut, comme un Godard. Il y a quand même le prix Jacques Deray, que sa femme a organisé, son épouse Agnès Deray, qui est remis à Lyon chaque année. Voilà. Malheureusement, il nous quitte le 9 août 2003. Voilà. Il est inhumé au cimetière de Garches, non loin de Claude Bolling, qui a fait la musique du film. Parfaite jonction, Jeff. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Puisque, voilà, David Bolling, qui se joint à nous pour la suite de l'émission, donc le fils de Claude, qui a fait cette extraordinaire musique dont on n'a pas encore parlé et qui porte le film à bout de bras de façon sublime. Bonjour à tous. Bravo, bienvenue dans Kinopod. Voilà, alors je voulais vous faire un petit coucou avec ce Borsalino. Voilà, qui est le Borsalino que mon père portait dans l'émission avec Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, et je crois qu'il y avait Alain Delon. Voilà. Ah, c'est drôle, extraordinaire. Voilà, il y a la marque dessus, c'est un Borsalino aussi. Que Jeff, ça c'est lui de Freddy Krueger, ça c'est celui de Freddy Krueger que toi il a abîmé, non? Mais David, moi je suis ravi de t'accueillir et je voudrais commencer directement par te demander, il y a un passage où il y a un merveilleux pianiste dans le film. Parce que maintenant tu... Est-ce que c'est ton père qui est dans le film ou pas? Tu sais, il y a un passage. Alors, dans le deuxième. Dans le deuxième. Oui, voilà. Dans le deuxième, il y a un tout petit moment où Delon est à ce qui représente l'Alcazar, et c'est papa qui dirige la chanteuse. Ah, c'est drôle. Alors, je crois que c'est Odette Piquet qui dirige la chanteuse quand elle chante Prends-moi matelot. Je n'ai personne qui m'attend. Voilà, c'est ça. Ah d'accord, j'ai compris. Voilà, j'ai le costume encore à la maison. C'est génial, mais moi j'ai été frappé par l'importance et la présence de la musique. Je la connaissais bien sûr comme tout le monde, mais je savais pas qu'elle était à ce point-là. Elle baignait le film à la manière de... Tu te rappelles dans L'Arnaque avec Paul Newman, tu sais? Bien sûr. Redford, tu avais cette musique aussi, et ça nous amène aux années folles, aux années 30, c'est extraordinaire. Ça, cette musique avait déjà écrite ton père avant que le film existe, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que en fait, Jacques Deray et Alain Delon ne connaissaient pas mon père, et alors je ne sais pas qui, parce qu'ils savaient pas ce qu'ils allaient mettre comme musique, et il y a quelqu'un qui a dit va voir Bolling, il va te faire du vrai faux, voilà, il va te faire comme il fait du jazz, il va s'occuper de ça, il va te faire ça très très bien. Et puis papa fait écouter des bandes, donc ils sont venus à Saint-Cloud, il leur a fait écouter des petites bandes. Et il y a un moment, il y a une bande qui est passée, et Delon a dit c'est ça Borsalino. Wow. Et mon père a dit oui mais attends, ça sort dans 14 jours, 15 jours, là, on peut pas, c'est ça Borsalino, ça sera pas autre chose. Et ça a été ça, parce qu'il avait décidé que ça serait ça. Quand Alain Delon a décidé quelque chose... Mais ça prouve que Alain Delon a une vraie oreille musicale, comme Jean-Paul. Jeff, tu nous as raconté que c'est lui qui avait entendu Kimaï. C'était Georges qui avait entendu Kimaï ou c'était Jean-Paul? C'était René Château, je crois.
et Ah Jean-Paul. d'accord. Ah ouais, d'accord. Donc c'est des gens qui sont très à l'écoute de la musique et qui savent Oui, l'importance de la musique. Ouais, ouais. Et Borsalino s'appelle Borsalino, or que ça devait s'appeler Spirito Carbone, parce que c'était les deux gangsters. Ouais, Ils ont dû on en a changer les parlé. noms. Bien sûr. Voilà, vous avez dû en parler. Et en fait, c'est Alain qui a reçu les chapeaux qui a dit, bah, ça s'appelait Borsalino. On lui a dit, mais Alain, c'est pas un nom pour, c'est comme ça, c'est Borsalino, point à la ligne, terminé. Et quand Delon a décidé quelque chose, ben, on discute pas, quoi. Voilà. Mais à propos de Delon, je Et, sais qu'il a une relation très amicale et très particulière avec ton père. Ça, c'est un truc qui oui. m'intéresse aussi. Si tu peux nous parler de ça, ce serait formidable. Oui, Ouais. alors donc il y a eu ça, et alors Borsalino a donc suivi Alain Delon partout, et Jean-Paul Belmondo aussi, et en plus papa a fait une musique aussi pour le Magnifique, qui a suivi Belmondo, donc en fait il a suivi les deux. Ouais. Et puis donc oui, avec Alain Delon l'a même imposé sur le Gitan, ce qui n'avait pas vraiment fait plaisir Giovanni? à Giovanni. Et Giovanni voulait même casser la gueule à mon père à un moment. Ça, c'est le bon, voilà, c'est la petite histoire. Et sur Borsalino, il y a même eu un truc très très rigolo, c'est que mon père fait la musique des Césars pendant une quinzaine d'années, et Craven et toute l'équipe ont décidé que ben on prenait plus l'orchestre parce que ça coûtait trop cher, que mettre de la musique ça servait à rien, ça les emmerdait. Bon, enfin ils mettraient un peu de musique comme ça sur bande, et puis ça, voilà, c'était très bien. Donc évidemment papa tous les ans me disait, bon David, je ne comprends pas, on ne prend plus la musique, machin. Enfin bon, ça a été comme ça pendant 2 ans, et on demande à Alain Delon d'être le président des 20 ans des Césars. Et il a dit, j'accepte, mais il y a une condition, c'est que Bolling vienne avec tout son orchestre pour jouer Borsalino quand j'arrive sur scène. Et ça a été fait, voilà. Donc voilà, Alain a réclamé ça, et on n'a pas dit non, parce qu'on dit pas non à Delon. Donc ça a été fait, et ça c'était formidable. Et effectivement, avec papa, ils avaient une amitié, ils avaient quelque chose de très de soudé avec ça. Mais je pense que d'ailleurs Delon a dit que c'était quand même, il y avait Deray, Delon, Belmondo et Bolling. C'est quand même, voilà, c'était les 4 piliers Ouais, du mais film. il a la place qu'a Morricone dans le cinéma de Léon. C'est-à-dire qu'effectivement, Oui. la chanson illustre le film de façon différente à travers tout le film. Donc c'est Bien sûr. très impressionnant. Mais moi, j'avais un truc à demander à Jeff, c'est que je suis frappé par... moi, Jean-Paul, je l'ai croisé sur le plateau d'Hold Up où j'étais donc stagiaire mise en scène, et il était, comme on le sait, absolument délicieux avec tout le monde, du Machino à n'importe quel fan qui venait le voir, et ça, c'est un truc très moderne. À l'époque d'Instagram, à l'époque où tout le monde a un téléphone dans sa poche, tu vois toutes les stars comme Post Malone, tous les Youngblood, ça, sont très cool avec leurs fans. Philippe, est-ce qu'Alain Delon était comme ça avec ses fans, quand il l'approchait? C'était très différent de Belmondo, parce que moi aussi j'ai vu Belmondo avec ses fans, c'est vrai qu'il était adorable. Delon, c'était différent, c'est-à-dire qu'il était assis dans un coin quand il tournait en extérieur, par exemple, il était assis dans un fauteuil, Ouais. il faisait un peu la gueule, quoi, il était toujours un peu rébarbatif. Et par contre, quand les rares gens qui osaient l'approcher avec un petit papier tremblotant disant Monsieur Delon, je vous admire beaucoup, etc., il les recevait jamais mal. Il disait bonjour, il disait donnez-moi votre papier. Vous avez un stylo. Enfin, il était un peu brusque comme ça, mais il les envoyait jamais Édouard chez, en tout cas, à ma connaissance. Alors moi, j'ai une amie qui a travaillé avec lui, qui était dans les loges pour Astérix. C'est elle qui s'occupait des loges. Et il a été Ouais. absolument adorable avec elle. Alors je peux raconter une petite anecdote. À un moment, il lui dit, Catherine, vous avez de la musique? Elle dit, bah oui, oui. Alors elle lui montre plein de disques et tout. Et il s'arrête sur Borsalino. Il fait, mais vous avez ça, vous? Elle dit, bah oui. Ben, je ne l'ai pas, moi. Comment ça se fait? Je sais pas. Mais vous savez, je suis très ami avec David et Claude Bolling. Je les connais. Ah bon? Ah bon? Alors il met la musique. Et puis il y a deux jours, il y a deux semaines où il tourne pas. Donc elle revient en France. Donc elle vient à la maison et elle demande à mon père. Voilà, elle voulait acheter. Bon, mon père évidemment lui a donné le disque. Il lui a dédicacé le disque pour Alain. Et elle lui ramène le disque. Et elle lui dit, Alain, j'ai un cadeau pour vous. Elle lui donne le disque. Il fait, c'est quoi ça? Bah, regardez. Mais vous avez eu ça où, Catherine? Bah, je vous ai dit, je suis très ami avec Claude Bolling et son fils David, que j'ai connu sur le premier Astérix. Et elle lui dit, mais regardez à l'intérieur, il y a quelque chose pour vous. Et il regarde, et là, il s'est mis à pleurer. Parce qu'il a vu la dédicace. Moi, je l'ai vu aussi quand il est venu à la remise de médaille de mon père. Il a pleuré quand on a évoqué, évidemment, de Ray et tout ça. Enfin. Et puis une autre fois,
J'étais sur le tournage, alors j'ai fait même plus une figuration. On saute dans l'eau dans Trois hommes à abattre quand il se bat dans l'eau avec mon frère. Jacques avait besoin d'avoir des gens un petit peu de figuration, donc on saute dans l'eau. Et je me retrouve avec Alain après dans un petit restaurant à Trouville. Et il y a un gamin qui vient le voir, qui devait avoir, je sais pas, 9-10 ans, et qui fait « Oh, monsieur Delon, je voulais vous serrer la main. » Il lui serre la main, il fait « Eh ben voilà, c'est fait, tu peux y aller. » Voilà. J'avais rencontré Jacques Deray, qui m'a dit la différence entre Delon et Belmondo. Quand tu rentres avec Belmondo dans un restaurant, les gens applaudissent, ça j'en ai été témoin. Quand tu rentres dans un restaurant avec Delon, les gens arrêtent de manger, il y a un silence pendant 2 minutes. Incroyable. C'est le silence Alain Delon. Et ça, je l'ai vécu moi, dans un resto je ne vais pas dîner avec lui. On était avec des amis en train de dîner et Delon, par hasard, est arrivé dans le resto. Il a passé la porte, il s'est arrêté devant la porte. Plus un bruit dans le resto, mais plus rien. Même pas les couverts. Tu vois, mais j'ai quelqu'un qui m'a raconté ça aussi au Fouquet. C'était arrivé, ça. C'était le producteur de La Piscine, Gérard Bétou, qui était un ami de classe de Claude Bolling, qui a parlé à Jacques Deray de Claude Bolling. Comme a dit David tout à l'heure, il ne connaissait pas sa musique. Et c'est grâce à Gérard Bétou sur le tournage de La Piscine, il va, mais tu devrais rencontrer Claude Bolling, c'est un mec qui est... Et d'ailleurs, lorsque Claude Bolling, Victor Vicas lui propose de faire la musique des Brigades du Tigre, il dit, j'aimerais que tu fasses quelque chose comme mieux que Borsalino. Ça me semble à mort. Ah oui, évidemment. Ah oui, c'était grâce à Borsalino que papa a fait les Brigades. Bien sûr, tout à fait. Et surtout, je trouve que la musique dans le film est assez légère, mélancolique, nostalgique, qui est un contrepoids à ce film où tout le monde se tire dessus, il y a du sang, tout ça. Et la musique est plutôt joyeuse dans le film. Ouais. C'est un parfait contrepoids sur le film. Et surtout, Bolling a eu l'intelligence de décliner son thème de façon différente en fonction des situations du film. Donc plus grave, plus joyeuse, etc. C'est toujours le même thème, mais avec des trucs différents. Alors, de temps en temps, il y a quand même des choses qui changent quand il y a le tango marseillais, des trucs comme ça. Ouais. J'ai tout, monsieur. Hein. Ah, bah, moi, j'avais des petits vinyles aussi. Parce que à tes droits d'auteur. Hein. Il y a les Parisiennes qui ont fait, qui avaient refait les haricots la chanson. Rouges aussi. Les haricots rouges. Et alors ça, c'est le vinyle qui est sorti après avec la version que papa avait fait écouter à Delon avec la Bronté, qui n'est pas celle utilisée dans le film, bien sûr. Et puis il y a les CD. Alors il y a des CD, il y en a un qui est sorti chez Frémaux et Associés, et l'autre qui est, je dirais, plus complet, qui est chez Record. Attends, comment ça s'appelle déjà? Chez Music Box. Voilà, où il y a les deux Borsalino. David, tu connais ce qu'on appelle la musique diégétique. Tu sais, quand on entend la musique du film jouée par un des personnages. Dans le film, à un moment, il y a Delon qui écoute la musique du film, non? Alors, il y a un moment, il y a Delon qui joue deux, trois oui, c'est vrai. 2-3 notes. Ouais. Et je pense que ça doit être papa qui doit faire les notes, bien sûr. Alors, par contre, je peux vous raconter aussi un truc. Nicole Calfan me dit, tu sais que Jacques Deray a réuni toute l'équipe du film pour pouvoir faire écouter le thème que ton père avait fait, pour dire, voilà, de temps en temps, je le mettrai sur le plateau pour que le film soit en fonction du thème, quoi que ça soit sur le thème, voilà. Donc, quand on parle de film, c'est vrai que les musiques sont quand même importantes très souvent. Et Jean, tu en sais quelque chose, parce que ton papa fait des films et que les films quand même genre La Chèvre et tout ça, la comédie, c'est très compliqué à scorer. La comédie, c'est pas comme le drame ou comme le polar, c'est très complexe. C'est pour ça que des gens comme Cosma ou Henri Mancini, je dis souvent que Vladimir Cosma et le Henri Mancini français sont des grands aussi, comme ton père, comme les grands musiciens de cinéma qu'on adore dans l'émission, à tel point ils sont importants dans les films, quoi. Oui, parce que quand on entend les musiques, on a même on a envie de revoir les films de temps en temps. C'est la musique qui peut donner envie de revoir le film. Mais moi, Jeff et Philippe et toi, je suis fasciné aussi par les metteurs en scène qui jouent la musique sur les plateaux. Comme Philippe, tu vois Sergio Leone qui joue la musique de Morricone. David Lynch joue de la musique. C'est extraordinaire, ça, pour mettre les acteurs dans une ambiance. Leone, c'était plus que ça. C'est qu'en fait, c'est comme un ballet. Quand la scène du duel, par exemple, à la fin entre Franck et Harmonica,
Ouais. Il a joué la musique à fond. Je crois même qu'on voit les haut-parleurs dans un plan à l'arrière. Incroyable. Ah, c'est de drôle, ça. Incroyable. Et alors, C'était pour rythmer la démarche des acteurs. C'est-à-dire que Fonda fou. s'est calqué sur les rythmes de la musique. C'est Ça sublime. se voit C'est dans le film. On extraordinaire. dirait que la musique est Extraordinaire. tatouée dans le film. Elle est tatouée dans les images. C'est incroyable. Fantastique. Borsellino, c'était une addition de talent. Alors, bon, on a parlé des acteurs, du réel, mais même dans les techniciens, il y a Jacques Fontré qui fait des costumes exceptionnels pour Ouais. l'époque. Et Sublime. il fait aussi les costumes de Moonraker. Je sais il faut parler toujours de James Bond, hein. Et, euh, et les décors sont de François Delamotte. Pareil, le décor de Marseille 1930, c'est un film qui date qui a Mais été tourné en Jeff, tu parles des costumes. Je crois que c'est Giorgio Armani qui a fait les costumes des Incorruptibles de De Palma. Et Ouais. Borsalino, c'est le même niveau, hein, en termes d'élégance. Euh, je voulais juste parler d'un truc que j'ai évoqué tout à l'heure. La fin du film qui était écrite, Ouais, lorsque Jean-Paul dit à Delon, je m'en vais, je pars avec Lola, ouais, il prend un, et Delon prend sa bagnole et court et conduit en parallèle du train, parce qu'il veut pas qu'il s'en aille, en fait, tu vois. ouais. Et à ce moment-là, le train déraille. C'est la vraie frein de carbone est comme ça. Le train déraille, il va dans l'enchevêtrement, il voit que Lola est morte. Elle est bloquée sous un wagon qui s'est renversé. Lola est morte, donc Catherine Rouvel. Wow. Et il entend Belmondo, donc Capella, l'appeler au secours. Il vient le voir, il voit qu'il a les jambes sectionnées. Il lui demande une cigarette. Delon met une cigarette dans la bouche de Jean-Paul, il allume. T'as Jean-Paul qui tire une taffe et il meurt dans ses bras. Mais ils l'ont pas tourné, ça. Et non, parce qu'à cause de la dévaluation du dollar, ils n'ont pas pu tourner cette scène qui coûtait beaucoup. Incroyable. petite Philippe, anecdote ah oui, sur vas-y. sur la musique aussi. Alors, du numéro 2. Ouais. Au départ, il y a l'enterrement et la musique est assez lourde et assez voilà. Et en fait, Jacques avait dit à papa, je voudrais que tu me fasses une musique très 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 lourde. Il faut que ça soit très noir. Il faut que ça vraiment que ça soit une grande tristesse dans le film et tout. Et papa donc lui fait ça à l'orgamon qu'on avait à la maison. Il a enregistré comme ça et il envoie ça J'adore au l'orgamon, studio. ouais. Jacques téléphone à papa après, lui dit Claude, c'est extraordinaire comment tu as pu faire ça? Tu as fait quelque chose de encore mieux que je pensais. C'est très très lourd. Mais tu as fait ça comment? Alors il dit j'ai pris un orgamon et tout. Et en fait mon père s'est aperçu des années après que le gars avait passé ça à la mauvaise vitesse. Donc c'est passé encore plus lentement que ça ne devait. Donc ça fait quelque chose de très très lourd. Donc Jacques était très heureux. Voilà, c'était une petite anecdote sur la musique que vous avez au début du film. Ils ont demandé l'autorisation à Jean-Paul, dans Borsellino & Co, d'utiliser sa photo. Oui, effectivement. Au début, Ouais. il dirait que c'était parti lâcher. Et Jean-Paul a accepté qu'il y ait son visage, voilà, mort en Alors, 1900. est-ce que l'histoire est vraie qu'ils se sont disputés tous les deux. Alors, je sais pas, vous avez dû en parler. On va parler, Cette ouais. histoire où Delon avait Ouais. dit Sur l'affiche. il devait y avoir Adèle Productions, puis il a mis Alain Delon, présente Alain Delon. Et alors, j'ai lu sur un livre que on a demandé à Alain, on a posé la question à Delon, et Delon avait dit oui, mais Alain Delon était tellement content de présenter son ami qu'il a mis son nom 2 fois. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que j'ai lu ça dans un bouquin sur Belmondo. Mais j'ai trouvé ça très drôle. Si c'est vraiment la réponse, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est joli. Parce que c'était, voilà, c'est toujours des. Mais Delon, c'était toujours des choses comme ça, très. Mais ce sont c'était effectivement toujours des légendes du cinéma. Oui. Et Jean-Paul, c'est vrai que moi, je l'ai rencontré plusieurs fois. Et il a toujours été d'une très grande gentillesse. Notamment, je l'avais rencontré au parc de Saint-Cloud. Et il a toujours été adorable, toujours gentil. On a pu toujours discuter, voilà. Mais il était très sympa au parc de Saint-Cloud en général, mais ailleurs, c'est. Ouais, mais partout. Non, mais partout. Ouais. Partout. Je l'avais vu au théâtre aussi. J'avais vu dans cette pièce où il jouait le comédien là, comment ça s'appelait, zut, c'était Marini. Non, l'autre. Ah, Frédéric, voilà, Frédéric Lemaître. Ouais. C'était absolument génial cette pièce. Quiz, Jeff, quiz. Combien de fois Jean-Paul est mort à l'écran? 12. Non, 12 tu fois. as la réponse? Ah oui, j'avais écouté avec lui. Ça, c'est fort. Philippe, ne souris pas car je vais te demander combien de fois Alain Delon est mort à l'écran. 36. Bravo. Non, c'est faux, c'est faux. Je sais. Au moins 2 fois.
Non, j'en parle 12 fois, on dirait pas, hein, parce que c'est toujours Delon qui meurt, mais je vais Ouais. pas les citer parce que l'émission Mais est non, déjà. non, tu vas pas les citer, mais c'est un truc qu'il aimait parce que c'est lui qui a demandé dans le professionnel à mourir. J'ai failli dire le magnifique. Le professionnel à mourir à la fin avec l'hélicoptère, c'est lui qui a demandé quand même que. Oui, oui, mais sinon c'était le guignolo, hein, si on repartait avec l'hélicoptère, avec la Moi, j'aurais Colgirl. préféré qu'il reparte avec l'hélicoptère, mais c'est bon, non, c'est Ah, pour une bah autre oui, mais même émission. moi, Borsalino, c'est un des premiers films de Belmondo que j'ai vu dans les années 70, parce que mon père avait Ouais, ce fameux ciné-club dans le petit village où on était. Mais voir extraordinaire. mourir Belmondo, c'était un drame. Ah ouais. Oui, c'est vrai que c'était pas facile. En plus, et la fin est magnifique, quand il meurt dans les bras de Delon. Oh, c'était. Parce que nous, on avait l'habitude de le voir dans le cerveau, dans le magnifique, l'incorrigible, quand on est petit, on le voit. Et là, Bah tu ouais. vois, sérieux, donc tu comprends rien parce que tu as, 7-8 ans quand tu vois Borsalino, donc, et tu vois juste Ouais. Belmondo mourir, et ça te fait de la peine, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai. Tu sais, j'ai un souvenir marrant, moi, sur le disque de Claude Bolling, donc sur Borsalino, c'est que j'ai vu le film en Angleterre quand j'avais 12 ans. J'avais été envoyé dans une famille, tu sais, comme ça se faisait, on échangeait les enfants. Et donc, j'étais dans En, une famille en anglaise. 1932? C'est ça. La famille m'avait amené voir Borsalino à Londres, quoi, en me disant, c'est un film français, ça va te rappeler ton pays, etc., pour En me faire plein plaisir. bombardement en plus, ouais, non, En c'était plein dur, ouais. bombardement. Et donc, j'avais adoré le film, j'étais en choc. Et au moment où je suis reparti de chez eux, ils m'ont offert le 33 tours de la musique Waouh, ah, de c'est Ah, Claude Bolling. cool. Donc, Ah, j'ai c'est eu beau. pendant des années le 33 tours en anglais. C'est-à-dire écrit en Extraordinaire. anglais. ah. Collector, Ouais, collector. ouais, d'ailleurs que je n'ai plus, Et- hélas. ah, tu l'as plus. Non, et non. Ah. Et non. Et le grand frère de Jean-Paul, Alain Belmondo, était régisseur sur le film. Il y avait aussi le frère de Delon, Jean-François Delon, qui est dessus. Et Alain m'a Waouh. expliqué que la séquence des chats, pour le truc, évidemment, tu peux pas faire Mhm. un casting de chats. Ils sont allés kidnapper tous les chats du quartier, du panier, Waouh. pendant Incroyable. 24 heures. Donc, il y a plein de gens qui cherchaient leurs chats. Et Alain me dit, on s'est fait griffer de partout. On a récupéré des chats, une dizaine de chats qu'on a mis dans des caisses. Peut-être qu'il y a les Philippe, descendants Philippe, peut-être qu'il y tu a les imagines descendants si les gens étaient venus pendant la nuit prendre Margot? C'est ce que je Il dis. serait jamais, il serait jamais revenu. Clin d'œil à Margot et à Tintin, hein, évidemment. Le lâcher de Et donc, chat. ils ont récupéré les chats, et Jean-Paul ouvre la caisse de chats, et tous les chats se barrent pour la fameuse scène du poisson, quoi. Et ça commence un peu Astérix quand elle a fait de la fille, elle dit, il est pas frais, mon poisson, il est pas frais? Ah, tu parles. Oui, oui. Ah, moi, j'aurais pas aimé qu'on me pique mes chats, hein. Ça m'aurait C'est pas plu vrai. beaucoup. Ah non. Bah, enfin, les miens, ils Exactement. sortent pas, donc ils auraient pas pu me le piquer. Il aurait fallu Voilà. qu'ils viennent à la maison. Jeff, ce combat de poissonnière est plus Ouais. crédible que le combat entre Belmondo et Delon au début. Il y a beaucoup plus de violence. On a évoqué la fin du film quand Jean-Paul meurt, si vous observez bien, les yeux fermés, il cligne des yeux, Jean-Paul, une dizaine Oui, de j'ai fois. vu. J'ai vu, Fermé. j'ai vu. Incroyable. Ah, ça, j'avais pas vu, moi. Je- Ah oui. J'ai pas fait attention à ça. Pour en revenir à la mort de Belmondo, il a une Ouais. manière de mourir très typique qu'on voyait déjà dans Un bout de souffle. Tu sais, où on dirait qu'il se contracte tout le corps et d'un seul coup, tout se relâche. Vous avez remarqué. Il l'a fait plusieurs fois dans les films, ça. Ouais, c'est ce que Marion Cotillard essaye de faire dans The Dark Knight Rises. Et qu'elle Oh là, rate oui. Pour conclure avec la collaboration Claude Bolling et Jacques Dery, ils ont fait énormément de films ensemble après Borsalino. Il y avait Bien Borsalino sûr. un coup, Un papillon sur l'épaule, Trois hommes à abattre, On ne meurt que deux fois, Flick Story et Nechayev est de retour, évidemment. Wow. Et, sept Magnifique. films. Et d'ailleurs, Jacques avait très peur de la musique parce que j'ai même il y a un document qui existe dans une émission de télé, je crois que c'était suisse. Et Jacques disait, mais vous comprenez, quand je viens, Claude me dit, voilà, alors il me joue un truc au piano, il me dit, là, il y aura de la guitare, là, il y aura la batterie. Je ne l'entends pas, donc je ne comprends pas ce qui se passe. Moi, voilà, ça ne me va pas et ça me fait peur. Et alors, il coupait à chaque fois. Et quand on est allé voir justement la première de Netchayev, j'étais avec mon père. Heureusement que ma mère était dans la salle à côté. Nous, on était parce qu'il y avait deux salles. C'était au Gaumont sur les Champs-Élysées. Et donc, on regarde le film. Et papa avait fait une musique justement un peu lourde et tout au début, parce qu'un hélicoptère qui arrive et tout. Et il avait fait un petit thème sympathique pour Netchayev quand il y avait Netchayev. Et Jacques, évidemment, il avait aimé ce thème, il l'a mis dès le début. Donc déjà, mon père, pendant la projection, me fait, bon, David, ce n'est pas la musique que j'ai fait pour le début. Je dis, mais papa, doucement. Non, mais bon, alors, bon. Et là, il a enlevé la musique. Et là, il a pas fait, pendant tout le film. Il m'a fait, il se lève, à la fin, il me fait, ah, Jacques m'a encore fait le coup, m'a encore fait des coups. Et au moment où on part,
il y a Jacques Deray qui arrive, il fait, alors Claude, on n'a pas fait un film, on a fait une comédie musicale. Et là, papa, il dit, bon, on part, on arrive au Fouquet's et on voit Yves Montand qui fait, hé Claude, la musique, elle était bien, mais il n'y en avait pas assez. Et là, papa, il a pris son cœur, il dit, bon, allez, on va dîner. J'en pouvais plus. Voilà, mais Jacques avait très peur de la musique parce qu'il avait peur que ça envahisse son film. Et dans Trois hommes à abattre, il y a une musique que papa avait fait notamment pour la poursuite de voitures. Et Jacques n'a pas mis la musique. Et papa, dans cette fameuse émission, avait fait remettre la musique pour montrer à Jacques que c'était peut-être pas mal avec de la musique. Voilà, donc. Mais ça, c'est le combat entre les metteurs en scène. C'est Hitchcock voulait pas mettre de musique sous la douche. Ah oui. Bergman. Parce qu'il avait peur qu'on n'entende pas le bruit de l'eau. Et finalement, ça marchait pas mal à l'arrivée. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est important la musique. Et maintenant que celui qui a encore quelque chose à dire sur Borsalino, en particulier Jeff, le dise ou se taise à tout jamais. Une dernière petite anecdote que je vais vous raconter. La séquence et qui est très drôle d'ailleurs, parce que j'ai vu le résultat, la séquence où ils ont tué Pauly, et il y a donc Michel Bouquet qui se rend dans les bureaux. Il est là, il attend, qu'est-ce qui se passe? Et il y a Delon et Belmondo qui arrivent comme ça, je crois que c'est une porte battante, quoi, ils passent par une porte. Et ils font une blague à Jacques Deray tous les deux. Alors il y a une photo qui existe. Je crois que je l'ai vue. Cette séquence. Et la photo finale que j'ai vue, Jean-Paul et Delon sont défaits les boutons et ils se tournent face à la caméra et ils montent leur cul. Cette photo, Delon l'avait, l'a faite imprimer et l'a envoyée à Jean-Paul, parce que je l'ai assez souvent vu chez Jean-Paul. Dessus, il y avait écrit, donc Delon écrit ça à Jean-Paul, mon amitié était. Alors qu'il y a leurs deux culs en photo tous les deux, hein, ils sont courbés. Mon amitié était acquise, tu le savais. Mon cul ne l'était pas, voilà qui est fait, Al. Alors, dernière petite chose. Philippe, tu as vu que dans Le Parrain, James Caan, Brando, tout le monde montre son cul tout le temps aussi. Les acteurs aiment bien montrer leur cul, j'ai l'impression. Ils appellent ça the mooning, ça s'appelle. Exactement. Montrer sa lune. David? Oui, dernière petite chose, en ce qui concerne la musique, je suis en train d'écrire un spectacle justement en hommage à mon père et tout ça, et je vais faire revivre tous ces gens-là parce que attention, on n'aime pas les fils d'eux dans l'émission, attention. Hein. Oui, mais c'est comme ça que ça va se faire. Non, je vais faire un spectacle là-dessus, mais ça va être, je pense, très émouvant parce que je vais justement faire parler de long tous ces gens-là, parce que comme je suis imitateur, voilà. Et il y aura à un moment, parce que j'ai un enregistrement de la première fois où papa a rejoué, alors c'était sur cassette, il avait rejoué Borsalino pour l'envoyer à Jacques Deray, et en fait je suis à côté et je suis en train de piailler, on entend faire oui, comme ça. Donc on va m'entendre là-dessus, et ça va jouer un petit rôle dans le spectacle, mais ça va être rigolo, voilà, c'est un truc complètement inédit, quoi, quelque chose de rigolo. Voilà, c'est mignon. J'ai un an, et voilà. Bravo. Bien, merci mes cinébuddies pour ce voyage dans la ville de Jeff dans les années 30. Bonne année à tous pour ce premier enregistrement de 2025. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast, en particulier sur la chaîne YouTube Abracadapod, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Roman Lenov, son Katia Lazareva. Et maintenant, voici l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Est-ce que Rock 6 Freddy x2 égale Rock 12 Freddy? Philippe Sedbon, merci de votre attention. David Bolling, alors je vais dire une phrase que ma mère disait, chez Dupont tout est bon et chez Bolling tout swing. Voilà. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod, le podcast OG, Original Gangster. Et maintenant, je savais pas très bien comment finir le show, mais qui dit Borsalino dit chapeau. Donc, avez-vous vu le nouveau chapeau de Kino? C'est un chapeau rigolo.